Bonjour Nadalette, Salut Isabelle, comment tu vas aujourd'hui? fort bien, mais décidément toujours maintenant bien, parce que c'est déjà une chance merveilleuse d'être là, d'être debout. euh, de- Tout ce qui arrive dans la vie aujourd'hui est juste un supplément, et c'est très important et c'est très fort. Ouais, c'est le cadeau. Est-ce que tu Cadeau. peux justement, puisque je ne l'ai pas dit et c'est volontaire, expliquer ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, c'est la suite logique d'un certain nombre d'événements dans ma vie, mais que j'ai plus ou moins bien gérés. Bon, j'avais en adolescente une grosse scoliose qui n'a pas été gérée dans l'enfance, comme beaucoup de choses de l'enfance n'ont pas été gérées dans ma vie. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, que je devenais adulte, cette scoliose ne s'en allait pas, mais je l'ignorais superbement. Donc, partant d'un certain nombre de croyances sur lesquelles je reviendrai, qui étaient que rien ne pouvait me faire mal, rien ne pouvait m'atteindre, et que par conséquent, mon corps, il allait s'adapter à la vie de folie que je pouvais mener. Donc ça, tout ça, ça a duré aimablement jusqu'à 45-50 ans, où là, il y a eu un espèce d'arrêt buffet. Le corps a dit, mais vous savez, là, ça ne va plus, et je prends la tangente, c'est-à-dire que cette scoliose, qui était une scoliose comme beaucoup de gens en ont, elle est devenue énorme, elle est devenue une double scoliose, et je suis arrivée, alors c'est très difficile à expliquer, mais jusqu'à 73 degrés de scoliose, qui est complètement dingue. Et l'étape d'après, c'est les petites dames qu'on voit passer dans la rue comme ça à l'horizontale. Donc, ce n'était pas une étape extrêmement séduisante. En même temps, on me parlait en 2014 depuis 10 ans d'une opération, et moi je disais, mais même pas en rêve, le chirurgien ne me rattrapera jamais. Je cours très vite et ça va marcher. Sauf que vers 2012-2013, ça ne marchait plus du tout. C'est-à-dire que Nadalette, elle ne marchait pratiquement. Elle marchait, mais elle était épuisée parce qu'il fallait en permanence tenir ce corps, tenir cette structure, et que c'était extrêmement fatigant. Donc, sans joie, mais ayant bien travaillé mon affaire avec toutes les capacités d'un coach en PNL, le truc machin, donc j'avais fait la totale, je suis arrivée en 2014 à une opération qui est une lourde opération, qui est une opération de 10 heures, ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire que globalement, ça ne fait pas envie, mais on prend la colonne, on ouvre, on met 2 tiges de métal et on reboulonne. Et normalement, on est droite. Et normalement, avec ça, on remarche mieux en sachant qu'il faut forcément avoir de bonnes jambes puisque le reste du corps est dans un espèce de corset définitif et donc particulièrement pas mobile. Sauf que, quand on m'a réveillée 2-3 jours après en réa parce que ça ne s'était pas très bien passé, on m'a dit, vous savez, madame, on a un petit problème, on a lésé la moelle. Enfin, votre moelle a été lésée parce que chacun prend sa responsabilité comme il peut. Votre moelle a été lésée, espèce d'andouille, votre moelle a été lésée et vous ne remarcherez plus jamais. Donc là, il y a eu vraiment un arrêt sur image chez moi, et puis une sidération, et puis ensuite un certain nombre d'idées qui m'ont traversé, qui étaient certainement que ça ne pouvait pas être la réalité. Et puis ensuite, j'ai passé 9 mois à l'hôpital, dans ce même hôpital, en rééducation, dans des conditions qui ne sont pas complètement idéales, même si je suis extrêmement reconnaissante à l'assistance publique pour la qualité de ses soignants et leur empathie et leur compassion. On est quand même, quand on est malade dans ce genre de circonstances, traité comme un légume qui a accès à qui est paraplégique, donc qui a accès à ce que ses mains peuvent toucher, et un légume qui a bien entendu aucune capacité à réfléchir. Donc, on pense pour vous, on vous propose aimablement de la morphine, de la kétamine, un antidépresseur, un deuxième antidépresseur, voire un troisième antidépresseur. Et quand vous ne voulez pas ce genre de choses, les relations avec la faculté en hôpital sont quand même assez compliquées puisqu'il faut arriver à se faire respecter en étant déjà dans une position de faiblesse. Nous, on se connaît depuis longtemps et je me souviens effectivement très bien que tu souffrais beaucoup avant l'opération. Donc, c'est une décision que tu as pris 10 ans à prendre, mais il fallait la prendre à un moment donné, tu n'en pouvais plus. Oui, il fallait l'apprendre, mais pendant, disons, entre 30 et 55 ans, des gens comme toi qui me connaissaient
ne voyait pas ma scoliose. C'est-à-dire que, oui, on voyait que j'étais un peu abîmée, mais personne ne s'est rendu compte, à commencer par moi-même, moi qui suis extrêmement bonne sur le déni, ne s'est rendu compte de la gravité de la situation. Et c'est vrai que la vie que j'ai menée, la vie de cette femme hyperactive, toujours les fesses dans un avion, en train de trimballer une valise, d'organiser des fêtes à la maison, de faire un dîner, d'être dans une association de femmes, de se former, de bosser, de faire 15 000 trucs, c'était pas celle, en effet, qui prenait soin de moi. Parce que la seule personne que j'ai oubliée dans cette réussite sociale, professionnelle et familiale, c'est moi. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter, que d'être arrêtée pour pouvoir faire cette pause sur image et reprendre ma vie en main. Et jusqu'à, même en allant à l'opération, je n'étais pas consciente de ma responsabilité sur l'état dans lequel j'étais. Rien n'arrive par hasard, ça j'en suis bien convaincue, mais c'est vrai que j'étais, par croyance personnelle, dans une énergie qui m'avait servi pendant très longtemps, qui était de dire, même pas mal, rien ne peut m'atteindre, je suis quand même dans une forme de toute-puissance, ce qui est d'ailleurs ma zone de confort, et je peux tout. Sauf qu'à un moment, j'ai plus pu. Ouais. C'est quelque chose qui est assez étrange, c'est qu'on laisse, quand je dis on, c'est vraiment tous les humains ont tendance à faire ça, Même jeu. à tirer sur la corde de plus en plus, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce que ce soit vraiment la dernière limite qu'on se sent capable de supporter. Parce que c'est quelque chose bon, il y a eu un moment où effectivement, tu le dis, cette scoliose, tu l'as eue toute petite, donc il y a un moment où toi, tu pouvais rien faire personnellement, puisque tu étais une enfant. Il y a un moment où tu pouvais faire, et c'est ce moment que tu as choisi, ou pas, d'être toute puissante, d'être dans la toute puissance pour faire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Parce qu'il y a un moment où enfin moi personnellement, je ne sais pas si c'est une loi universelle, mais il me semble que, si tu veux, j'ai eu à un moment un certain nombre d'objectifs. Pour ne pas être maltraitée comme dans mon enfance, il fallait que je sois toute puissante. Il fallait que j'ai une réussite sociale et professionnelle, et par conséquent, ça a été ma force. Ma force, c'était de dire tout est possible. Ma force, ça a été de dire j'ai pas mal, je vais continuer, et de bouffer professionnellement, en effet, des carrières et des carrières sans état d'âme. Maintenant, à un moment, c'est vrai que cette force, elle est devenue une faiblesse, mais j'ai mis un certain temps à comprendre que cette force de toute puissance et de déni de la souffrance, elle était en train non plus de me servir, mais de me desservir. Et je suis arrivée jusqu'au point où elle m'a totalement asservie, c'est-à-dire que j'ai perdu mon autonomie complètement pendant quelques temps. Et là, j'ai été obligée de remettre tout à plat, mais je n'y serais pas arrivée autrement. Je ne pouvais pas y arriver avant, c'était une étape obligatoire dans ma progression et dans mon développement. Il n'y a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, je n'ai pas de regret de la Nadalette qui a 30 ans, 40 ans, aurait pu faire des cours de gym ou faire des trucs, etc., et éviter l'opération. J'ai vécu ce que je pouvais vivre au moment où je pouvais le vivre, et ça n'a aucune importance. Bon, c'est vrai que si j'avais pu ne pas passer par la case opération, et surtout par la case opération loupée, j'aurais pas été mécontente. Mais globalement, il n'y a pas de regret à avoir, c'était mon chemin de vie. Et mon chemin de vie m'a amené, en effet, à une période d'impuissance totale, et je ne souhaite à personne d'être allongé sur un lit d'hôpital et d'avoir perdu toute autonomie et d'être laissé pour compte quelque part, parce que la vie continue à côté, les amis ont une vie professionnelle, une vie amicale, la famille aussi, et tu es seul pendant des jours et des nuits sur un lit d'hôpital où tu ne peux rien accéder, et où tu es à la merci de quelqu'un parce qu'un fil a été débranché, parce que tu as besoin d'un verre d'eau, etc. Que c'est pas agréable, hein, objectivement à C'est vivre. pas agréable, et c'est d'autant plus moins agréable pour quelqu'un comme toi qui a tout géré toute sa vie, j'imagine.
Oui, mais c'était la leçon à apprendre, hein. Tes leçons. Et ça a été une leçon sur un plan systémique, parce que ça a été une leçon pour moi, ça a été aussi une leçon pour mon entourage qui était aussi habitué à me voir gérer tout de façon relativement aisée. Mais pour moi, ça a été un temps où, en effet, je pouvais ni lire, ni écrire, ni bouger, enfin bon, assez légumes, mais l'esprit battait la campagne, l'inconscient battait la campagne, et ça a été un temps où je me suis reconstruite sur de nouvelles forces, sur de nouveaux désirs, sur une meilleure écoute de moi-même, qui fait que ce rêve d'enfant ou d'adolescente qui m'avait été interdit par l'UCAS paternel, et puis aussi parce que j'avais d'autres priorités que je pensais essentielles, qui étaient de gagner ma vie, c'est-à-dire ce rêve d'écrire que j'ai dû avoir à 18-19 ans et que j'avais soigneusement enterré. Ce rêve d'écrire, en fait, est arrivé un an et demi après l'opération. J'ai commencé à écrire des petits tableaux d'hôpital, puis avec différentes choses, ces petits tableaux d'hôpital se sont complétés d'une espèce de phare qui était qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance et pourquoi cette enfance a déterminé en fait tout ce qui est arrivé dans ma vie, a déterminé mon caractère, ma psychologie, mes forces et mes faiblesses. Et puis, comment il est temps justement de changer, parce qu'on a en effet que de vie et celle-ci commence maintenant, voire pour un petit bout de temps. Donc, c'est des moments de. C'est pas un moment agréable, mais c'est un moment initiatique. L'hôpital, cette opération, la paraplégie, et ça m'a permis de, en effet, 3 ans, et bon, on va dire que c'est pas une coïncidence, mais peut-être que c'est une coïncidence, 3 ans, jour pour jour, après l'opération, j'avais entre les mains le rose au penchant en bouquin, et c'était juste incroyable. Et, et si on continue sur les chiffres, les coïncidences, je remarque que je l'ai écrit en 9 mois. Je remarque que la veille de donner le manuscrit des définitifs à l'éditeur, j'étais dans les affres de lâcher un bébé. Je retrouvais les affres de l'avant-accouchement. Bon, voilà, ça veut bien dire qu'il se passait quelque chose. Et c'est plutôt amusant. Et c'est plutôt chouette. Comment est-ce que tu as trouvé cette force? Parce que quand on t'a dit que tu marcherais plus, alors je précise que maintenant tu marches. Que je me déplace, que je marche à l'intérieur avec une canne, mais que je ne peux toujours pas sortir dehors. Je n'ai pas assez d'équilibre parce que je n'ai pas de sensation dans les pieds. Comme je suis coupée d'un certain nombre de muscles et de sensations dans les jambes et dans les pieds, je n'ai pas assez d'équilibre pour avoir retrouvé mon autonomie et sortir seule dans la rue. Donc c'est quand même encore très. Je suis debout et je suis comme un toddler, un enfant de 5 ans qui est, enfin, peut-être avant 3 ans, qui essaie qui a quand même des problèmes d'équilibre. Ouais, alors ton opération, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans et demi? 3 ans et demi. 3 ans et demi, hein. 14 octobre 2014. Voilà, donc en 3 ans et demi, il y a 3 ans et demi, on te disait que tu marcherais plus jamais. Aujourd'hui, tu ne vas pas courir dans la campagne. Non, Pour autant, tu te déplaces chez toi et tu es autonome. Tu as chez moi. sorti un bouquin, Hum. donc tu as réalisé un rêve, tu es allé chercher. Tu racontes très bien d'ailleurs dans ton bouquin qu'il y a eu le moment, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a le moment du déni, et après il faut puiser cette force, qu'il y a une force quelque part, pour pouvoir faire une opportunité de cette merde en fait qui t'est arrivée, une opportunité. Il faut passer par le deuil de toute façon. Et ça, tu l'évites pas. Je me suis fait Kubler-Ross dans tous les sens, à l'envers, à l'endroit, dans le désordre et en ordre. Le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation, et on en remet une louche de temps en temps. Mais il y a un moment où, et en fait, c'est très curieux parce que c'est presque la même force de déni que j'ai eue dans mon enfance, qui est de dire non, on ne peut pas me rejouer le film, je ne peux pas rester paralysée, je ne peux pas rester paraplégique. Bon, ça va être difficile, ça ne va pas être la vie d'avant. Pour le rock and roll, ça va être beaucoup plus compliqué, et en effet, je ne peux plus rocker, mais je vais m'en sortir. Et ça ne m'a jamais lâché. Donc, survivante dans l'adolescence, dans l'enfance, survivante aujourd'hui, mais avec une autre énergie qui est une énergie de vie au lieu d'être une énergie de survie. Donc, en effet, à partir du moment où
je suis sortie, je dirais qu'à partir du moment où je suis sortie de Réa, j'ai entendu, en effet, j'ai vu au pied de mon lit ces gens qui… Parce que j'ai demandé quand même à mon chirurgien ce qui s'était passé. Il m'a dit, je ne sais pas. C'est quand même relativement étonnant, mais on n'en dira pas plus. Et puis après, j'ai vu arriver les neurologues, les trucs, toute la faculté au pied de mon lit en train de se gratter la tête et de dire, bon, maintenant, il faut lui dire, elle ne remarchera pas. Et ça ne m'a pas fait peur parce que je ne les ai pas crus. Je ne les ai jamais crus. Je ne savais pas comment ça allait se faire, comment ça allait se remettre en place, mais je ne me suis jamais imaginée restant paraplégique. Je sais qu'aujourd'hui, je suis loin, je dois être à 80% de handicap, donc c'est pas une… les gens, quand ils me voient, se disent « Oh, elle est avec une canne, elle s'est fait une grosse entorse ». Bon, c'est pas ça. Globalement, tu me lâches à un moment dans la rue sans appui, ben, je tombe. Donc, il y a quand même des petits problèmes encore. Et puis, il y a des douleurs, etc. Ça, on va les évacuer. Mais croire que je n'allais pas reprendre ma vie en main, croire que je n'allais pas remarcher, croire que je n'allais pas… Non, c'était juste impossible. J'étais persuadée que de toute façon, je retrouverais un équilibre de vie et je l'ai retrouvé. Tu as retrouvé ton équilibre de vie, tu as une force vitale à l'intérieur de toi et tu as un rêve. Je me demande si certaines personnes à qui il arrive des grosses tuiles dans leur vie peuvent se raccrocher à quelque chose. Est-ce que tu dirais que tu as pu te raccrocher grâce aussi à ton entourage, uniquement grâce à ton rêve, parce que tu as cette force intérieure et cette vitalité énorme? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui D'abord qu'il n'y a pas une échelle de l'épreuve comme une échelle de la douleur de 1 à 10. C'est-à-dire qu'en fait, l'épreuve, elle arrive, que ce soit un divorce, perdre un boulot, un deuil, enfin, il y a 15 000 trucs, ou une maladie, elle arrive, et il y a en fait 2 façons de l'accueillir. Après, je ne la minimise pas, hein, il y a toutes les phases de deuil qu'il ne faut pas oublier. Mais à un moment, il faut savoir si on veut lui donner un sens. Et c'est là que repart le combat. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut lui donner un sens, on commence à prendre la responsabilité de l'épreuve, ce qui ne veut pas dire être coupable, mais savoir que c'est pas les autres qui vont vous sortir de l'épreuve, c'est soi, et que rien n'arrive par hasard, que quelque part, comme il y a eu une espèce de, je dirais, de logique entre mon enfance et la puissance que j'ai développée, il y a une espèce de logique entre cet arrêt sur image forcé et le fait de développer d'autres compétences et d'autres envies de vivre. Et puis, je pense aussi que à un moment, j'ai dû être cette femme forte parce que c'était dans l'air du temps et qu'aujourd'hui, la force, j'en ai plus besoin. Et je n'ai plus rien à me prouver ni à prouver aux autres. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est capable de se lâcher prise, tout est possible. Et tout est possible parce que on ne le veut pas absolument. On se laisse juste agir par ce qui arrive. Et le seul geste que j'ai fait, c'est d'écrire. Après, globalement, je n'ai pas ramé pour trouver un éditeur. Je rame pas pour avoir des interviews, je rame pas pour avoir des lecteurs, ça se fait. Et c'est le début d'une aventure en laquelle je suis totalement confiante, qui est que pour moi, ma vie va se faire autour de l'écriture et sans que j'ai besoin de forcer. Et c'est maintenant une évidence pour toi? Oui, c'est une évidence. J'ai aucun état d'âme. J'ai pas… je ne me projette pas, je vis ici et maintenant. Et là où c'est devenu universel, si tu veux, cette histoire, c'est que ce que je partage dans les conférences que je fais, etc., c'est qu'en fait, c'est un certain nombre de croyances qui est de dire oui, ça n'arrive pas par hasard, oui, pour nous les femmes, souvent, l'hyperforce qu'on a développée, elle nous a servi à un moment, mais il y a un moment où il est temps de la lâcher et de s'écouter et de se respecter. Et puis, oui, il ne nous arrive pas, et ça, bon, c'est une croyance, je l'admets, il ne nous arrive pas d'épreuve qu'on ne puisse transmuter. Ça ne veut pas dire que l'épreuve n'est pas douloureuse. Elle est douloureuse et respectons-nous dans la douleur. Mais en même temps, si on en fait autre chose,
ça devient quelque chose qui est constructif, qui permet d'être en relation avec les autres, qui permet de partager, qui permet de passer à autre chose. Le nombre de rencontres extraordinaires que je fais depuis 6 mois, c'est juste extraordinaire. C'est juste parfait. Il y a rien à dire. Hein. Ouais. Je n'en suis pas à remercier le chirurgien, mais presque. François Lemay, canadien, qui travaille sur la pleine conscience, qui a écrit un bouquin qui dit tout est parfait. Tout est parfait. Et mais le truc, c'est de lâcher le rêve d'avant. Oui. Pardon. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Parce qu'il me met que ma connexion Internet est instable. Donc voilà. Il ne faut pas Tout toujours est croire ce que parfait disent et les il ne faut pas ordinateurs. s'accrocher à ce qu'on était. Il faut lâcher le rêve d'avant. Le prince n'est pas charmant. Bon, ben voilà. Il y a toujours des princes, ils sont charmants, ils ne sont pas charmants, on s'en fout. L'important n'est pas ce qui est autour de soi, l'important c'est ce qu'on veut vivre maintenant. En effet, il y a des choses que j'aimais beaucoup que je ne ferai plus, et si je passe mon temps à les ressasser, je me fais du mal. Je fais du mal à mon environnement. Et puis, j'étais cette fille hyper exigeante vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son environnement. Bon, comme je ne peux plus être tellement exigeante vis-à-vis de moi-même parce qu'il y a quand même des limites, et que je suis obligée, par exemple, de m'écouter, de savoir que si demain je vais faire une conférence, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais me reposer et que après-demain je vais me reposer, parce que je ne serai pas capable sinon de le faire correctement. Et bien, je suis beaucoup moins exigeante vis-à-vis de mon environnement aussi, puisque je ne suis pas parfaite, ce que je croyais vraiment. Donc ça, c'est une énorme déception. Donc, il n'y a pas de raison qu'il le soit également. Je te rassure, tu peux ne pas l'être aussi. Super. Donc, c'est qu'une bonne nouvelle, tout ça. C'est qu'une bonne nouvelle. Ça, j'en suis persuadée. De toute façon, lâcher Je ne prise. suis pas parfaite, merde. Que tu sois parfaite, j'en ai toujours été convaincue, mais on est parfait. On est des êtres parfaits. On est des êtres parfaits tels qu'on est. Oui, Avec tel qu'on la est, voilà. perfection. Avec nos vulnérabilités et avec tout ça. Mais je lâche ce perfectionnisme lassant et je m'aperçois qu'en fait, ce perfectionniste, il était une façon de ne pas prendre de risques et de rester dans ma zone de confort. Donc aujourd'hui, cette zone de confort, elle est plus nécessaire puisque j'ai ce confort intérieur. Donc, je n'ai pas besoin d'être perfectionniste. Et je ne fais que ce qui est bon, profondément bon pour moi et juste. Non, je pense que là où ça devient universel, c'est en effet quand tu donnes pas des recettes toutes cuites, parce qu'il n'y en a pas, mais que tu ouvres à des gens la possibilité de regarder et de retirer des fils tirer vraiment des fils qui les concernent en dehors du contexte. Bon, moi, je pense profondément qu'il faut trouver un projet, que l'épreuve est initiatique et il faut et le projet, c'est pas forcément l'écriture, c'est plein de choses, mais il faut quelque part être capable de se dire, ben, la vie est devant, elle est formidable. Elle est d'autant plus formidable qu'on a quand même perdu tous des copains et que là, c'était un peu difficile et que ça permet aussi de réfléchir. Que sans faire de misérabilisme, il y avait des gens qui sont dans des états bien pires que le mien et que c'est pas une question de chance, mais merci d'être debout. Voilà. Alors, c'est vrai que quand mes copines vont crapahuter dans tous les pays exotiques, faire les gazelles connectées, les gazelles pas connectées, les trucs, les machins. De temps en temps, j'ai un petit truc qui dit et moi, et moi, et moi. Mais bon, elles n'ont pas fait de livre encore. Et honnêtement, ça va. Voilà, toi, tu as fait des trucs qu'elles n'ont pas fait, elles font des trucs que tu ne fais pas. Oui, l'idée que Elles ne sont pas obligées de faire une opération, par contre. Voilà. Alors justement, tu parlais du lâcher prise et de trouver ce qui te porte, ce qui nous porte en vrai. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qui nous porte et comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? Est-ce qu'on attend que la vie envoie encore d'autres messages, de perdre plein de gens autour de soi, de passer sur la table d'opération et que tout le monde que le monde entier s'écroule? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose, c'est bien qu'il n'y a pas de règle universelle, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on puisse faire pour s'écouter? Tu sais, il y a un livre de philosophie que tu dois connaître, qui est Astérix. Et le barde,
Assurance Tourix, c'est non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas. Jusqu'au moment où il ne chante plus. Mais en fait, c'est ça, hein, globalement. La vie te donne des baffes jusqu'à ce que tu comprennes. Et c'est à toi et personne d'autre, à un moment, de comprendre. Et de dire, non, là, maintenant, j'arrête de me desservir, j'arrête de m'asservir, j'arrête de ne pas m'écouter, j'arrête de ne pas me respecter, etc. Tu ne peux pas le faire pour les autres. Aucun thérapeute au monde ne peut amener son client à… ne peut amener, lui, son client à changer de paradigme. Il n'y a que soi, il n'y a que la décision personnelle. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à 73 degrés de scoliose, une opération loupée, pour trouver le sens de sa vie. Maintenant, bon, ça a été la voie qui m'a été possible. Je n'ai pas, j'en suis responsable, le chirurgien aussi. Mais j'allais dire, ça s'est fait comme ça et ça ne sert à rien de vouloir réécrire l'histoire et de se lamenter. Il a fallu une épreuve majeure pour que je prenne conscience d'un certain nombre de choses et que c'est le bénéfice caché. J'ai fait ce que dont j'avais envie depuis toujours, qui était d'écrire. Et ça ne fait que commencer. Voilà. On voit par exemple chez les handicapés beaucoup de gens qui font des exploits physiques extraordinaires, nager, traverser la mer, etc. Oui, il y a dans ce sens qu'ils trouvent autour d'un projet de dépassement du corps quelque chose qui leur va. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans un truc physique et d'aller traverser. J'aurais envie d'aller dans les Himalayas. Malheureusement, je n'ai pas la capacité d'aller dans les Himalayas. Et du coup, j'y vais pas sans frustration parce que j'ai pas envie d'entraîner mon corps dans un truc qui va lui faire mal. Pour quelqu'un d'autre, avec la même pathologie, aller dans les Himalayas, ce serait comme pour moi écrire, c'est le but ultime de dépassement. Chacun a son chemin de vie, qui soit dans son chemin de réalisation, il est purement personnel. Et c'est ça qu'il faut trouver. Ouais. Et voilà. Et on fait comment? on rentre en soi et puis on s'écoute. Parce qu'en fait, intuitivement, on le sait. On le sait depuis toujours. Ce qui veut dire se débarrasser, prendre conscience qu'on a des croyances limitantes, des croyances d'une manière générale, qu'elles soient limitantes ou pas limitantes. Mais c'est là où je voudrais vraiment lâcher ce truc-là sur les croyances. Parce que oui, ce sont des croyances limitantes, mais il faut bien leur rendre hommage aussi parce que ce sont des croyances qui, à un moment, du fait de son parcours de vie, probablement nous ont servi. Donc, tu peux vraiment te dire que les croyances que tu as mises en place, à un moment, elles étaient bonnes et elles étaient nécessaires. C'est simplement ce manque d'imagination qui fait qu'on s'est accroché à elles, qui fait qu'elles sont devenues limitantes, qu'elles sont devenues asservissantes, qu'elles se sont devenues pas créatives pour nous et qu'il ne faut pas rester dans notre zone de confort parce qu'on a peur. Et que la peur, il n'y a rien de plus mauvais conseiller que la peur. Une fois que tu lâches ta peur, tu lâches tes croyances puisqu'elles ne te servent plus et tu vas dans un autre univers où en effet tu redéveloppes ce qui te va sans peur. Le seul mauvais conseiller qu'on ait, je crois, en dehors du fait de mauvais sentiments, de sentiments désagréables, d'envie, de jalousie, etc., tout ce qui nous anime de temps en temps. Mais c'est la peur. La peur, c'est juste le pire ennemi qu'on peut avoir. Il faut lâcher la peur. Qu'est-ce qui va nous arriver, honnêtement? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ce qui m'est arrivé, même ça, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'être vivante. Donc, il y a des choses que j'ai réalisées que je n'aurais jamais réalisées. J'espère aussi avoir évolué sur un plan personnel et spirituel de façon intéressante. Et voilà, et je suis sur un chemin de vie dont j'espère. Désolée, il fallait que je recadre mes jambes qui étaient en train de partir, de jouer un peu la folie. Il fallait que je suis sur un chemin de vie qui est très intéressant, comme je pense quand même que mon chemin de vie, avec moins de conscience, mais des années passées, est aussi bien. Quand tu interviens en entreprise, tu interviens sur la peur, justement, sur les zones de confort? Non, j'interviens beaucoup sur la résilience parce qu'en fait, l'entreprise aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, l'entreprise est un endroit de transformation et de changement.
voulu ou subi, mais c'est quand même un endroit qui ne sera plus cette espèce de fil complètement droit, d'une carrière linéaire, sans embûches, sans changement, etc. Et tout ce qui est autour de la transformation et du changement est quand même extrêmement perturbant pour l'individu. Et l'individu là-dedans se sent contraint, ce qui est peut-être une réalité, mais à partir du moment où il y a une contrainte extérieure, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réponse interne qui fait que, OK, on va lâcher une zone de confort, mais peut-être qu'il va arriver derrière quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas et qui va être bon. Et en ayant une plus grande confiance en soi, une plus grande confiance en l'environnement, une plus grande confiance en l'avenir, je ne veux pas dire qu'on est dans un monde de bisounours où brutalement il va tomber du ciel des jobs de rêve dans des environnements non contraints et avec peut-être un genre nuage ou un rayon de soleil sur l'entreprise. Non, l'entreprise, elle a un but économique, elle a un but social, et ce n'est pas un environnement toujours facile. Mais à partir du moment où on n'a pas peur de ce qui va nous arriver et où on accepte que quand même, dans la vie professionnelle, le changement est nécessaire parce que l'environnement change et que l'entreprise doit s'adapter, on peut y retrouver une place et on aborde la question de la résilience qui est une vraie question d'entreprise avec une toute autre énergie. Avant, il y a une semaine, je faisais une conférence pendant la semaine des droits de la femme où il y avait plus de 100 femmes et quelques hommes dans un amphi d'une grande entreprise. Et en fait, on est arrivé à ça, à dire oui, on a des vies complexes, on a des vies familiales complexes, des vies professionnelles complexes, on a des tas de moments dans la vie familiale qui sont des moments où il faut lâcher, quand les enfants partent du nid, quand ils viennent au monde, quand on change de job, quand ceci, quand cela. Mais si on n'a pas peur, même pas peur, et si on a cette confiance que on va trouver une solution parce que la solution existe en soi et que cette solution va être bonne, c'est une toute autre une façon d'aborder. D'approcher, ouais, d'aborder la situation, d'aborder le Voilà. changement. Voilà. Et c'est vrai que c'était quand même étonnant parce que tu vois, il était 5h30, 6h. Je terminais la conférence qui avait déjà duré une bonne heure et quart. Et comme je signais des livres, je pensais que toutes les femmes, comme d'habitude, allaient se barrer parce qu'elles avaient 15 000 trucs à faire. Et en fait, elles ont fait plus d'1 heure de queue pour que je signe la dédicace, mais aussi pour chacune échanger en 30 secondes, 60 secondes, parce que quand tu as une queue de gens qui attendent pour signer, tu peux pas donner l'attention à chacune que tu voudrais, mais pour me dire ah, ça m'a parlé, voilà, je vais vous écrire, il faut que je vous dise. Enfin, tu vois, des trucs qui étaient vraiment forts. Il n'y a pas eu une rencontre avec autour de ces 70 exemplaires que j'ai signés qui n'ait pas eu un moment, une signature qui n'a pas été une rencontre. Et ça, c'est un truc totalement extraordinaire. Et quand à La Rochelle, j'ai fait une signature dans un centre de rééducation, il y avait à la fois les patients et l'équipe médicale. Et deux attentes et deux mondes qui étaient en face de moi, qui étaient des mondes dans lesquels j'avais vécu. Et la relation avec chacun de ces deux mondes était pour nous, était quelque chose d'intense. Mais je pense qu'on se retrouve de toute façon dans ce que tu as écrit, que toutes les femmes sans effectivement passer forcément sur le billard. Mais oui, on s'y retrouve. Moi, je m'y suis retrouvée aussi sur les histoires d'enfants, sur les croyances que tu viens d'expliquer, sur les épreuves que la vie fait. Après, est-ce qu'on va trouver son chemin ou pas? Ça, c'est une autre question. Et quand? Et quand? On n'est pas obligé non plus d'attendre 63 ans, on peut y aller. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on voit chez des femmes plus jeunes et des hommes plus jeunes d'ailleurs, dans la génération des trentenaires, des gens qui comprennent plus vite que nous. Hein. Oui, qui s'interrogent, mais qui se posent des bonnes questions. Je pense que nous, on se posait peut-être pas les questions. C'est pas le genre de questions qu'on s'est posées dans les années 80. On se demandait si on pouvait travailler 20 heures au lieu. J'étais pas née dans les années 80. Non, dans le rock'n'roll. Chez toi d'ailleurs. Sans regret, sans regret. On a fait ce qu'on pouvait faire au moment où on pouvait le faire. Et il faut bien être consciente que c'était encore plus difficile à l'époque de nos parents, qui, eux, n'avaient pas accès à toute l'information qu'on a eue. Donc, il faut se dire que tout ça est parfait. On a juste de la chance.
On a juste de la chance et tout est toujours parfait. Je partage totalement. Donc, tu as d'autres projets de bouquins? Très certainement, mais ne compte pas sur moi pour t'en parler aujourd'hui, parce que ce que j'ai appris en tout cas et de ce dont je suis certaine, c'est qu'il faut vivre l'instant présent, qu'aujourd'hui, l'instant présent, ça a été de voir arriver ce livre en librairie, de le vendre, d'en parler, et que je ne vais pas me projeter, je ne vais pas être demain sera mieux, demain il va m'arriver un truc formidable et c'est avec ça que je vais être enfin heureuse. Non, là, je suis heureuse, là, ici et Ici maintenant. et maintenant. Je sens bien que globalement, ça bouillonne derrière, tu vois, qu'il y a un truc derrière qui me dit alors, t'arrêtes un moment de t'occuper de ce livre-là, parce qu'il y en a un deuxième Il y a qui le pousse au deuxième portillon, bébé qui pousse derrière. qui pousse derrière, mais on n'est même pas au moment de la conception. Là, je suis dans l'éthérique total et je m'en fous. Aujourd'hui, je suis là, ça se passe bien aujourd'hui, je suis contente de ce que je vis, il y a des choses formidables et j'en profite. Et j'en profite pleinement. Eh ben, écoute, ça c'est super. Et ça va être le mot de la fin. Merci Nadalette. Merci Isabelle. Donc, je voudrais préciser que le roseau penchant est disponible à la FNAC, sur Amazon. En fait, on le trouve partout. Et se commande dans les bonnes librairies. Et n'hésitez surtout pas à dire à votre libraire de le lire, ça ne peut que lui faire du bien. Ça ne peut que lui faire du bien. Et si vous pensez que le témoignage de Nadalette peut servir et aider des personnes que vous connaissez de votre entourage, ben, n'hésitez pas à cliquer et à partager. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir Nadalette.